Il n'empêche que j'ai aucune vision sur quelque chose qui n'est pas utile à mon intellect. Tu vois, moi j'ai une maison. C'est bien, j'ai du chauffage, je mange, je dors bien, j'ai un canapé. Je m'en fous que mon mur soit bleu ou rouge, tu vois, je m'en tape. Mon bien-être finalement, autre qu'intellectuel, n'est pas important. Alors qu'en fait, il l'est. Et je me rends compte qu'il l'est. Le mois dernier, je me suis fait un budget grille-pain. Je sais que c'est très débile. J'ai dépensé 40 € et j'ai envoyé un message à mes copines. Vous vous rendez compte, j'ai acheté un grille-pain? Genre, mais c'est le truc. Elle dit, mais oui, c'est bien, t'as acheté un grille-pain. Je dis, mais en fait, pour moi, c'était énorme d'acheter un truc pour améliorer mon quotidien et mettre de l'argent pour ça. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Merci de t'être assise. Bah écoute, avec plaisir. Tu faisais les 100 pas, Élise. Bah oui. En disant « je suis stressée !» Je l'ai dit qu'une fois, déjà. Oui, mais Hein, tu je l'as quand l'ai même dit dit. quand même. Oui. Bah oui, c'est impressionnant, même matériel, mais impression différente. Oui, parce qu'en fait, t'es podcasteuse. Voilà, allez hop là. Vraiment, t'es podcasteuse dans la vie. Oui, je suis podcasteuse dans la vie. Et moi non plus, des fois, je le dis pas bien. C'est terrible. Voilà, ma fille était incapable de le dire pendant très très longtemps. Mais c'est dur, Podcast. hein. C'est dur, non Il y a seulement. plein de gens qui disent encore podcast aujourd'hui. Oui, et il y a plein de gens déjà qui comprennent pas ce que c'est, mais en plus qui Des savent pas le dire. Donc, C'est ça. Donc tu disais que t'étais stressée. ouais. Et d'un autre côté, c'est quand même toi qui as décidé qui m'a demandé de venir. Bah oui, parce que je suis dans une sortie de zone de confort en ce moment. Ah, Et j'aime bien tester des trucs et en même temps, c'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment. ok. Et voilà, j'avais envie de me prêter aussi à cet exercice-là avec toi parce que avoir cette conversation-là avec quelqu'un que je connais pas dans la vraie vie, je trouvais ça intéressant Ah, aussi. parce que tu parles pas d'argent à des gens que tu connais pas. Bah non. Ok. Bah non, c'est pas... Bah ouais. Ça se pourrait, hein. Ouais, mais pas tellement en fait. Ok. Très peu. Avec 2 amis proches, oui, Mhm. souvent. Mais parce qu'on a des métiers similaires et parce que du coup, on évolue dans des environnements qui se ressemblent. Mais sinon, avec d'autres gens, non. Vous parlez de chiffres et tout, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai, vous parlez vraiment de chiffres. On parle d'entrepreneuriat, on Ouais. parle de tout ça, de chiffre d'affaires, d'objectifs, avec quoi on part, de ce qu'il faut mettre quand tu ouvres une société, ton capital, ceci, cela, Ouais. des trucs un peu techniques. Mais ouais, quand on a un contrat, on dit j'ai rentré un contrat à tel, attends, tu vois, il y a pas de... Il n'y a pas de tabou. Non, sur ça, il y a pas de tabou. Mais comme disait Sébastien dans l'épisode que je vous invite à aller écouter si jamais vous l'avez pas fait, ou Sébastien qui a vendu sa boîte très cher, ça c'est de l'argent de l'entreprise. C'est Ouais. pas de ton argent à toi. Non, c'est le reste de l'argent, c'est ça. Tu dissocies un peu les choses, quoi. Ouais. Et c'est du vrai argent. Mhm. Mais ouais, qui t'appartient pas. Et moi, j'ai beaucoup plus de facilité à dépenser cet argent-là, d'ailleurs. L'argent de l'entreprise, tu veux dire? Ouais. Bah, je fais plus Dans la facilement limite des de- investissements. Voilà, dans la limite de Oui, ce non, que mais les- bien sûr, je dépense pas. De la loi. Voilà. Mais je fais plus facilement des investissements avec l'argent de mon entreprise Ah. qu'avec l'argent du foyer pour, par exemple, acheter des trucs pour la maison, par exemple. tu vois. Ok, on va en parler. Donc Ouais. t'es entrepreneuse, tu Oui. le mentionnais, t'as monté un studio de podcast. C'est ça. J'ai donc un studio de podcast qui fait de la création et de la formation autour du podcast. Donc À Lille? À Lille, Mm. oui, à Lille. Je suis lilloise et fière de l'être. Oui, il y a un côté vraiment... Vous le voyez pas parce que mais il y a vraiment une forme d'auto-persuasion beaucoup où il y a un cadre Ouais. dans le bureau où on est où il écrit la vie est belle à Lille. Ouais. Alors oui. Enfin, pour moi, Lille, ça a changé ma vie en vrai. Et Tu viens d'où à la base? je viens de l'Avesnois, donc qui est dans une petite bourgade du Nord. Ça reste dans les Hauts-de-France, hein, ça reste dans le Nord. C'est la campagne quoi. C'est la campagne de la Profonde. campagne profonde. Il y a rien à part des vaches.
La fibre, je crois qu'elle n'existe pas encore là-bas. Je suis pas sûre. Tu m'étonnes. Et vraiment, je viens de là-bas. Et pour moi, Lille, pendant longtemps, ça a été... C'est un peu l'Eldorado ou pas? Non, pas du tout. Ok. L'inverse. Ah. L'image du mal, des citadins chelous qui étaient superficiels. Après mon bac, j'ai pas fait mes études à Lille, tu vois, par exemple. Je suis allée à Arras. Bah oui. C'était voilà. un sas de décompression avant j'étais pas d'aller à la prête. grande ville. Bon, après Arras, je suis allée à Vancouver au Canada, si tu veux, donc c'est pas la même chose. Mais en fait, je diabolisais vachement Lille, et en fait, depuis que j'y suis, je suis à ma place. Tu diabolisais parce que t'en avais peur? Ouais, je pense. Ok. Pourtant, c'est pas non plus... Enfin, en soi, maintenant que j'y suis et que j'y vis, c'est pas effrayant. Hein. Mais l'image que j'en avais, était effrayante. Et pourtant, non, je suis très fière d'être ici. Et je crois qu'il y a un peu le même rapport entre les gens qui vivent en province, dans les grandes villes de province, genre Lille, et Paris. Ah, peut-être. Je sais pas, j'ai fait aussi un passage à Paris. Tu le vois pas comme ça? Bah, alors, par contre, j'ai fait un passage très bref à Paris et j'ai tout fait pour pas y rester. Peut-être que ça a à voir avec l'argent aussi. Peut-être, probablement. Probablement parce que les salaires parisiens, à l'époque, c'était en sortie d'études et il fallait chercher un taf. Et j'arrivais pas à demander un salaire parisien. Ah, yes. D'ailleurs, c'est toujours été la question. Quand tu dis un salaire parisien, tu veux dire un salaire qui permet de pouvoir vivre à Paris. Parce qu'à Paris, les salaires sont plus élevés qu'en province. Les salaires sont plus élevés, mais les loyers sont plus élevés, la vie est plus élevée. Donc, globalement, c'est pas non plus des salaires complètement c'est pas indécents, mais c'est un salaire qui va avec la... C'est ça. Mais on en parle tellement des salaires parisiens, en fait. Je me rends compte, quand on est à l'extérieur de Paris, en tout cas, on fait beaucoup de différences entre les salaires de province et les salaires parisiens, et on a l'impression qu'en fait, les Parisiens, du coup, gagnent vachement beaucoup plus d'argent. Mais ils gagnent objectivement vachement beaucoup plus d'argent, mais... Mais c'est lié à leur vie après et leur quotidien, en fait, tout simplement. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Tu le voyais comment? Je voyais ça comme avoir beaucoup d'argent. Ouais. Je comprends vraiment. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que l'exode parisien, je sais pas si ça a à voir avec l'argent, mais quand même un peu. L'exode parisien, et notamment à Bordeaux, fait que quand tu te pointes à Bordeaux et que tu dis que tu vis à Paris, les Bordelais te détestent automatiquement parce qu'en fait, ils ne supportent plus. Alors, je parle vraiment pour les gens que j'ai pu croiser à Bordeaux. Hein. Dès que tu dis que t'es à Bordeaux, ils te crachent dessus limite. C'est pas très agréable et notamment parce qu'il y a plein de Parisiens qui sont venus vivre à Bordeaux et qui sont venus piquer les jobs des locaux, qui sont venus faire monter les prix des loyers et de l'immobilier d'une manière générale, parce que forcément t'arrives et t'as plus d'argent, t'as plus de voilà. Donc je sais pas quelles conséquences ça va avoir à terme, mais c'est intéressant, quoi. Je sais pas, puis en plus cet exemple-là bordelais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui s'étend à quasiment toute la France avec le Covid et avec tout ça, et beaucoup de Parisiens sont partis de Paris pour vivre dans des villes à proximité, en tout cas, qui avait des transports. Lille en fait partie, clairement, on a aussi ça. Mais Lille, ça existe. Mais pour moi, Lille, ça existe depuis avant. 15 ans, quoi. C'est déjà depuis qu'il y a la ligne TGV, voilà, c'est ça. On a toujours été plus ou moins à 1 heure de Paris, donc c'est assez facile. Mais je sais qu'il y a plein d'autres petites villes autour, qui vivent ça aussi et qui voient des personnes qu'ils refusent de manière générale. En fait, c'est ça aussi. Et puis il y a un truc aussi intéressant, c'est que pour le coup, pour Lille, il y a un vrai truc de navette, en fait. Donc il y a des gens qui vivent à Lille, qui bossent à Paris avec des salaires parisiens, donc, et qui viennent vivre à Lille avec un salaire parisien. Et là, pour le coup, c'est... Et un loyer lillois et un mode de vie lillois qui sont quand même vraiment très très loin de ce qu'on trouve à Paris, quoi. Mais bon, petit moment, on commence comme ça, mais je sais pas, mais je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, ça a aussi tellement rapport avec le sujet, quoi. Donc oui, t'es entrepreneuse, t'as monté ce studio de podcast il y a combien de temps? Alors, moi, j'ai eu plein de vie entrepreneuriale. Le studio, en tant que société, est monté depuis début novembre. Et j'ai 2021. Donc. Et j'ai décidé de me lancer professionnellement dans le podcast en avril 2021. Avant ça, j'étais éditrice spécialisée en littérature de jeunesse. Tiens, j'ai un chat quand je le dis, c'est marrant. C'est fou. Intéressant. C'est dingue. Et j'ai fait ça de 2015 à 2021. Mais c'était ta boîte? Et c'était en freelance. J'ai travaillé en freelance quasiment toute ma carrière professionnelle. T'as pas monté une maison d'édition, mais t'étais éditrice freelance? J'étais éditrice freelance pour plein de maisons d'édition parisiennes, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même beaucoup à Paris. J'ai fait 11 mois et demi de CDI dans une maison lilloise.
Et je suis pas restée. Et voilà, j'ai été en freelance tout le temps. Entre-temps, j'ai eu un projet aussi entrepreneurial qui s'appelait le Banana Café, qui était un projet de café family friendly, donc, qui était pensé pour les parents et adapté aux enfants. Puis à Lille. J'y suis allé. Je savais pas que c'était toi. Non, je l'ai pas monté parce c'est pas toi. Non, parce qu'en fait c'est un projet que j'avais avec ma chère amie et ancienne associée Sylvana, qu'on avait commencé à travailler en fin 2018, début 2019. Elle a fait un bébé, il y a eu le Covid et en fait le projet du coup est tombé à l'eau. Oui, parce qu'il y avait un Banana Café à Liban. Oui, il y en avait un. Oui, okay. Oui, il y en avait un, oui. Aussi. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, t'as été globalement indépendante toute ta vie professionnelle. Quasiment, ouais. J'ai été salariée en étant étudiante. J'ai fait beaucoup de babysitting. Je travaillais pour des boîtes, je sais pas, on a le droit de dire, enfin comme O2, tu vois, ce genre de boîtes où qui font de la prestation de services à domicile, type ménage et babysitting. Et moi, je faisais ça. Okay. Après les cours, avant les cours, et j'ai fait des centres de loisirs aussi. J'ai mon BAFA pendant l'été. Et, qui permettait de gagner de l'argent l'été. Qui me permettait de gagner de l'argent de l'été, ouais, c'est ça. Et pendant les vacances scolaires aussi de l'année. Ok. Voilà. La première question que je pose à tous mes invités, c'est quand je te dis argent, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça fait une boule au ventre. Ah oui, direct. Ok. Encore, ouais. Là maintenant, là, je te dis argent. Là, tu me l'as dit argent, ça m'a fait une boule au ventre. Alors, est-ce que c'est lié à la situation enregistrement ou est-ce que c'est lié au mot argent ? Je saurais pas forcément peut-être le dire, mais ouais, c'est une relation pendant très longtemps, pas de relation d'ailleurs, et une relation très très récente avec l'argent. Ça veut dire quoi ? Tu peux pas juste me dire ça en fait, pendant très longtemps, j'ai été très contente de dire que pour moi, l'argent n'était pas un sujet. Et c'était quelque chose, que j'affirmais haut et fort. Enfin, c'est pas un sujet, mais pas un sujet dans le sens où j'en ai beaucoup et je me pose pas la question de le dépenser. C'est que c'était juste pas un sujet. Je ne faisais pas mes comptes. Je savais plus ou moins ce qu'il y avait sur mon compte et donc je dépensais plus ou moins ce que j'avais, mais sans vivre forcément au-dessus de mes moyens. Et encore, c'est déjà arrivé. Mais j'ai jamais su précisément où je mettais mon argent. Comment ça ? Je dépensais de l'argent, mais je savais pas te dire à quel pourcentage. Oui, tu faisais pas de budget, quoi. Non, je faisais pas de budget. Ok. Voilà. Est-ce que c'est important de faire un budget ? Aujourd'hui, je me rends compte que pour moi, oui. Ok. Parce que ça assainit mon rapport à l'argent, justement. D'accord. Mais t'avais pas la même vie, t'étais pas forcément, parce que là t'es maman. Ouais. Enfin, tu vois, j'imagine que t'étais étudiante ou non, t'étais déjà dans cette vie. Ah non, toujours. Ah oui, toujours. Là, je te dis, moi, je fais mes budgets depuis janvier 2022. Là, ça fait 2 mois. Okay. Ouais. Donc j'ai été mère, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, j'ai été salariée, j'ai été entrepreneur, j'ai été seule, célibataire, en couple, et tout ça sans jamais vraiment regarder ce qu'il y avait. Enfin, je savais à peu près ce qu'il y avait sur mon compte. Et pourquoi c'était pas un sujet pour toi alors ? Parce que ça a jamais été un sujet dans ma famille. J'ai jamais su, par exemple, combien mes parents gagnaient. J'ai jamais eu d'argent de poche non plus. Donc j'ai jamais appris à gérer de l'argent. Donc je me souviens de ma mère, quand j'étais ado, je lui avais demandé une fois de l'argent de poche et elle m'a dit non, t'as pas besoin d'argent de poche, si t'as besoin de quelque chose, je te l'achète. Sauf que moi je voulais de l'argent de poche pour acheter des cigarettes et ça je pouvais pas lui demander. mais c'est vrai que j'avais toujours des super fringues et voilà, ma mère adorait le shopping et moi je détestais ça, donc elle se lâchait un petit peu sur ça avec moi et j'étais toujours super j'ai jamais eu de problème. Après, j'ai jamais eu de besoin non plus. Je suis pas quelqu'un de très matérialiste. J'achète pas d'objets, j'achète pas ce genre de choses. Donc c'était assez fluide, mais c'est vrai que j'ai jamais su, par exemple, combien mes parents gagnaient. Ouais, mais justement, ça, je crois que c'est une vraie question. Tu le sais toujours pas aujourd'hui ? Je l'ai su à peu près quand ils ont divorcé. Ok. Mais tard, j'avais 22 ans quand ils ont divorcé, donc très tard. Et donc combien ils avaient gagné dans leur vie, pas combien ils gagnaient là. Et là, je l'ai su récemment parce que mon papa vient de partir à la retraite et que voilà, il a un nouveau téléphone. Je lui ai installé son application de banque en ligne. On habite à la campagne, on sait pas tout faire. Et donc j'ai vu un peu. Et que j'ai déjà vu ces fiches de paie un peu par hasard aussi. Mais t'as vu comme si, tu vois, tu dis ça avec un air de petite fille en plus, tu vois, vraiment. Mais j'ai un rapport à l'argent avec mes parents d'enfants. Ah. Mais jamais je pourrais demander de l'argent à mes parents. Ok. Ça vient d'où, tu crois ?
Je sais pas. Je sais pas, et ça a toujours été... Parce que j'ai déjà eu des périodes où j'avais besoin d'argent, et j'ai préféré prendre un deuxième job pendant mes études que demander à mes parents. Et c'est pas parce qu'ils en avaient pas, hein, parce qu'ils avaient de l'argent. Ça, je le sais. On n'a jamais eu de problème d'argent à la maison, jamais. Ils faisaient quoi, tes parents, comme métier ? Mes parents ont été entrepreneurs pendant longtemps. Pendant 15 ans, je crois. Ils avaient une station-service. Tu sais, une pompe à essence et un garage attaché. Mon père gérait la partie garage, ma mère gérait la partie boutique. Et c'était un business qui marchait très bien avant l'automatisation des cartes. Et en fait, ils ont vendu leur entreprise très bien 1 an avant que tout soit automatisé. Donc en fait, ils ont eu le flair de vendre très très bien leur boîte. Et donc je sais que ça a bien marché, mais donc moi, mon père travaillait beaucoup. Mais je sais pas combien. Combien ils ont vendu leur boîte, par exemple. Non, je sais pas. Et tu leur as jamais demandé ? Non, je leur ai jamais demandé. Même encore aujourd'hui ? Je leur demande pas, non. Non, mais c'est un truc. Tu voudrais lui demander, là, à ton père ? Alors, à chaque fois qu'on a un repas de famille ou qu'on y va, je me dis, vas-y, aujourd'hui, je lui demande. Et en fait, j'ose jamais aborder la question. Mais pourquoi ? T'as peur qu'il le prenne mal ? Non. Non, je sais pas pourquoi je lui demande pas. J'ai toujours eu du mal à parler argent avec mon père, surtout. Ma mère, non, c'est différent. Mais mon père, ouais, j'ai beaucoup de mal à parler d'argent avec lui. Mais ok, donc ça transition vers ma deuxième question qui est, est-ce que tu as un souvenir ? C'est quoi ton premier souvenir précis par rapport à l'argent quand t'étais gamine ? Alors ça, je me souviens, c'est en fait ma mère le vendredi soir, elle avait des cours de danse dans un petit village de l'Avesnois, et après son cours de danse, il y avait avec ses copines, elles allaient toujours au café en face. Et un soir, je suis allée avec elle. Et donc je suis allée dans ce café, c'était un bar tabac, et elle m'a offert un ticket à gratter. Un morpion jaune, je m'en souviens. Et j'ai gagné 50 francs. Et j'étais trop contente. Je sais même plus ce que j'ai fait de ces 50 francs, mais mon premier souvenir d'argent vient de là. Ok. Donc un rapport lié à un jeu de... À la chance, en fait. Un jeu de hasard. Ouais, complètement de hasard. Et c'est mon premier souvenir lié à l'argent. Après... j'ai des souvenirs d'argent parce que bon, après, je sais pas, bon, de toute façon aujourd'hui, je pense qu'il y a prescription, mais il y avait toujours du liquide chez mes parents. Tu piquais un peu du liquide? Non, oui, j'en ai déjà pris, mais il y avait toujours du liquide. Je sais pas exactement d'où il venait, mais je me doute un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il y avait des opérations un peu au black et des trucs comme ça. Et il y avait toujours de l'argent liquide à la maison, et de temps en temps, je prenais un petit billet de 50 francs. À l'époque, c'était en francs, donc c'était il y a un petit moment. Et mais pour m'acheter des bonbons, des trucs, un magazine ou des trucs comme ça, tu vois. On parle en francs, donc moi les francs, on est passé à l'euro, j'étais en 6e, donc avant ça, quoi. Okay. Je devais avoir 9-10 ans peut-être. Et j'ai ces souvenirs-là d'aller dans cette enveloppe au-dessus de l'armoire. T'avais repéré l'enveloppe? Ah bah oui, elle était cachée en dessous des nappes, tu sais, les nappes en tissu pour recevoir. C'était caché en dessous. Il y avait une enveloppe là avec du cash, et je prenais de temps en temps un petit billet comme ça. Voilà. Je piquais des bonbons aussi dans la boutique de mes parents. Ça me donnait, je sais pas, de l'adrénaline. Mais ma mère le savait, elle me l'a avoué, genre... Il y a peut-être 10 ans, elle dit non, mais tu sais, je te voyais piquer les bonbons. Ouais, j'imagine. Et voilà. Puis même sans doute, elle savait que tu piquais du cash, mais bon. Eh ben alors ça, ils m'ont jamais dit. Ils m'ont jamais dit. Mais c'est l'occasion d'avoir une très bonne discussion avec tes parents. Carrément. Ça pourrait être. Mais d'ailleurs, je crois vraiment, ça peut être intéressant. Les gens qui nous écoutent là, est-ce que vous savez combien vos parents ont gagné? Est-ce que vous savez combien vos parents gagnent aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion avec eux? Je trouve que c'est génial. Ouais. Ma fille aînée a demandé un jour à mon ex-femme, est-ce qu'on est riche? Parce que à l'époque, elle était dans un collège privé, et tous les gamins, ils avaient des sacs de marque, des fringues de marque, etc. Et nous, bah pas trop, mais c'est pas forcément, voilà, parce qu'on n'avait pas de sous, c'était juste, on préférait investir de l'argent dans autre chose. Et je me souviens que mon ex lui a vraiment fait la pire réponse de tous les temps, et ma môme est restée avec pendant un long moment. Elle lui a dit, on est bien. On est bien, ça veut dire quoi? Mais en même temps, rien dire. On est riche, ça veut rien dire non plus. Oui, donc après on a expliqué, quand j'ai découvert le truc, je lui ai expliqué Bourdieu, je lui ai expliqué le capital culturel, le capital social, le capital économique, etc. C'était trop intéressant. Elle avait quel âge? 6e, genre 6e, 5e, quoi, tu vois. Et en fait, c'était vraiment une discussion géniale, mais tu vois, je me rends compte par exemple que je leur ai pas dit combien j'avais vendu Mademoiselle.
Ah ouais, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est pas un secret pour moi, c'est juste le sujet n'est pas venu sur la table, mais franchement, je serais prêt à leur dire, mais je vais leur en parler, tiens. Mais il y a aussi ce truc, parce que tu vois, on dit les enfants, mais en fait, ça vient aussi des parents Enfin, les parents vont jamais spontanément dire à leurs enfants, ou très rarement, hein, combien ils gagnent, tu vois. Et je crois que ça existe. Hein. C'est vrai. J'espère vraiment que je vais trouver des gens dans ce podcast. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur argent@fabflorent.com avec grand plaisir. J'espère que c'est le cas. Parce qu'en j'espère fait, que ça existe. T'as peut-être un moment, un truc de dire, mais en fait, mes enfants vont pas m'aimer pour moi, mais pour mon argent. Mais ça, c'est ta projection à toi. Ouais, ma projection à moi. Mais en fait, c'est vrai que ça peut être une question, tu vois. Mais non, enfin, je crois pas que les enfants font ça. Les enfants, c'est juste des enfants. Mais moi, je suis d'accord. Ils aiment trop. Ils ont juste besoin d'amour. Ils ont pas besoin d'argent. Mais oui, mais après, ça dépend quel âge, tu vois. Enfin, je veux dire, à 5 ans, ils vont pas te demander combien tu gagnes, en vrai. Enfin, mais quand ils arrivent à peut-être 14-15 ans, il y a peut-être une autre projection, tu vois, qui. Oui, c'est intéressant. Ça dépend de l'âge de tes enfants, de tout ce qui, dans quel monde ils évoluent aussi. Tu vois, tu parlais d'un lycée privé avec peut-être des gens un peu plus, des gens aisés. Tu réagis pas de la même façon quand tu évolues dans ce monde-là, plutôt que quand tu vas dans un collège au fin fond de l'Avesnois, tu vois. Bien sûr. C'est pas du tout les mêmes. T'as pas les mêmes personnes en face. Bah non. Qui ont pas le même rapport au fric aussi. Non. Et encore, moi, je me souviens de mon collège où il y avait une très grande mixité. De revenus, mixité sociale, mixité d'origine, elle était quand même assez grande. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a incité là, début 2022 ou fin 2021, à changer ton rapport à l'argent ? Alors, c'est pas venu directement de l'argent. En fait, j'ai entrepris un travail de thérapie depuis un moment maintenant. Bravo pour ça. Merci. Juste avant l'arrivée de ma fille, donc en 2016, quand je suis tombée enceinte, la première chose que j'ai fait, c'est prendre un téléphone. Je savais même pas que j'étais enceinte. Prendre le téléphone pour appeler, pour prendre un rendez-vous avec une psy. Je savais pas pourquoi. Quoi ? J'ai ressenti le besoin de prendre un rendez-vous avec une psy. J'étais enceinte, je ne le savais pas encore. Donc tout début, tu vois. T'étais jamais allée chez un psy ou une psy ? Si, j'y étais déjà allée. Okay. Il y a un moment avant, il y a peut-être 5-6 ans avant, j'étais déjà allée. Et j'ai fait ça. Et j'ai ressenti le besoin de le faire. Et donc, j'ai suivi cette thérapie pendant toute ma grossesse et pendant les 9 premiers mois de ma fille. Puis après, j'ai plus ressenti le besoin d'y aller. J'ai arrêté. Et dernièrement, avec tous ces changements, cette création d'entreprise notamment, j'ai ressenti le besoin pas de structurer, mais de me comprendre moi. Parce qu'en fait, la première thérapie était surtout centrée sur mon rapport avec la maternité. Ok. Surtout par rapport à la mère que je voulais être et un rapport avec les parents que j'ai eus. Oui, on adore. Beaucoup. C'était hyper chouette et je pense que ça m'a vachement aidée dans ma maternité de manière générale à pas sombrer aussi. À pas sombrer ? Pas de faire de dépression postpartum par exemple, tu vois, parce que j'ai eu un postpartum très compliqué et psychologiquement ça allait parce que j'avais ce suivi-là. Ok. Et donc ça m'a aidée et puis je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai commencé donc après donc là il y a en septembre je pense où il y avait un truc qui allait pas, j'arrivais pas à me structurer, j'arrivais pas à avancer et j'ai commencé de l'hypnothérapie. L'hypnothérapie c'est aller en gros dans ton inconscient pour aller débusquer un petit peu tout ce qu'il y a dans ton passé, dans des choses que tu ne te souviens pas, mais aussi dans la transgénération, pour régler une grosse définition, hein, mais régler en gros les problèmes actuels. Et donc je vais voir cette hypnothérapeute et puis on parle, on fait beaucoup de transgénération, on règle certains problèmes et puis à un moment le problème était, on règle des problèmes, mais en tout cas on avance. Tu les débusques. Ouais, peut-être. voilà, et j'en ai conscience et je vis avec et c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et c'est souvent bien de regarder en face les problèmes qu'on a. Ouais, alors ça pique, hein. Oui, ça pique. Oui. Ça pique très Disons fort. Aux gens, ça pique. Ça pique très fort. Mais l'effet est tellement positif, en fait, dans tout, hein. Dans mon relation, mon business, dans mon relation même avec mon mec, avec ma fille, dans toute ma vie, ça a changé absolument tout. Et là, le travail que j'avais à faire à la base était sur ma relation au corps. Parce qu'en fait, j'ai toujours dissocié mon corps et mon esprit. Moi, je suis quelqu'un de très branché intellectuel. Tu es un cerveau. Je suis un cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours estimé que mon corps était juste le truc qui
qui portait mon cerveau. Et donc j'ai jamais été très genre sport, manger bien et tout, parce qu'en fait je voyais pas l'intérêt. J'avais juste besoin de nourrir mon cerveau. Et en fait au bout d'un moment c'est devenu un peu problématique. Et voilà. Vieillissant, c'est ton. Ouais, c'est vrai, tu vois. Et en fait j'avais besoin de cette reconnexion. Et je me dis tiens, allons-y sur l'hypno. Et en fait donc on a retravaillé tout ça. Et en fait on s'est rendu compte que j'avais énormément de mal en fait à être dans le présent en fait, et dans le physique, et dans le, pour moi tout ce qui est palpable c'est douloureux, c'est synonyme de douleur. Alors c'est lié à plein de choses que j'évoquerai pas forcément là, mais de ma transgénération, des choses que ma mère notamment a vécues, que moi aussi j'ai vécu avec le corps, qui ont été très douloureuses. Et en fait du coup moi tout ce qui est palpable, tout ce qui se touche, je n'ai aucun rapport avec, dont l'argent. Ah là là. C'est ouf, hein. Oui, c'est ouf. Parce que tu sais que l'un des trucs que Christian Junod fait dans ses formations, si j'ai bien compris. Donc Christian Junod, qui est le tout premier épisode que je vous invite à aller découvrir, qui est un peu un coach dans la relation à l'argent, tout simplement. Il incite à toucher des billets. Bah ouais. Mais moi, j'ai jamais de cash sur moi. Ouais. Genre jamais. Alors je sais que c'est très 2022 aussi, hein. Enfin tu vois, on vit dans une sphère où le cash existe très peu finalement. Mais même sans ça, enfin si j'ai du cash, l'autre jour j'ai vendu un ordinateur, je suis allée mettre le cash sur mon compte. Alors qu'en soi, j'aurais aussi pu l'utiliser, tu vois, comme ça. Mais non, je le mets sur mon compte. Pourquoi ? Bon alors pour combler un découvert déjà. Oui, ok. Mais parce qu'en fait, je trouve ça plus safe pour moi de pas le voir et de pas l'avoir sur moi. Parce que tu peux le perdre. Sinon, l'agression surtout. L'agression du monde extérieur, l'agression en général, tu vois. On peut te le voler, c'est ça ? On peut me le prendre, on peut me le voler, et on peut me faire mal physiquement. Si t'as de l'argent sur toi. Si j'ai de l'argent sur moi. Alors qu'une carte bleue, en fait, on va pas... Enfin, je veux dire, tu fais opposition en 3 secondes sur les cartes bleues. Enfin, vraiment, c'est pas intéressant. Pourtant, je me suis déjà fait voler aussi une carte bleue, hein, mais... Enfin, je veux dire, ça a été utilisé pour du sans contact en 50 balles maxi, puis après, j'ai fait opposition, et puis basta. Mais j'ai pas été agressée. Mais t'as quand même conscience aujourd'hui que tu peux te faire agresser, pas forcément pour l'argent, tu peux te faire agresser pour plein d'autres choses. Ouais, mais c'est surtout beaucoup de palpables, en fait. Le corps. Tu peux te faire agresser, tu vois, physiquement, tu peux te faire agresser sexuellement, tu peux te faire agresser pour quelque chose qui sera toujours palpable, mais jamais quelque chose qui sera, par exemple, de l'ordre de l'intellectuel, tu vois. Tu te fais pas agresser pour tu peux te faire agresser pour tes idées. Tu peux te faire agresser psychologiquement en plus, tu vois. Ah oui, ça m'est aussi arrivé, tiens. Oui. Mais c'est pas. Tu vois, on peut t'agresser le cerveau entre guillemets, quoi. Ouais, on peut mais j'ai tellement construit d'armes contre ça aujourd'hui. Ok. Que je me sens vachement moins vulnérable sur mon esprit et ma force mentale que mon physique. Parce que tu es allée en thérapie. Parce que je suis allée en thérapie. Ok. Oui, donc je vois l'idée, c'est que tu t'es construit des barrières, en tout cas tu t'es renforcé le mental, forcément parce que tu es un cerveau, et que là d'un coup d'un seul tu te dis ok, en revanche je suis en train de laisser mon corps sur le quai de la gare, quoi. Et en fait il y a un truc, c'est que en fait si mon corps va pas bien, en fait mon cerveau non plus va pas aller bien, tu vois. Mais ça c'est dur de s'en rendre compte. Mais ouais. Quand t'es un cerveau. C'est ça. Parce que c'est l'énergie que tu mets dedans, enfin c'est hyper important, et le sommeil et tout ça, enfin même ça, enfin le sommeil c'était pour moi un non-sujet, dormir c'était perdre du temps, tu vois. Ok. Et j'avais du mal avec ça, et en fait donc du coup pendant cette hypnothérapie on arrivait sur le sujet de l'argent. Ouais, dis-moi. Mais dormir c'est perdre du temps, mais il y a un peu un côté aussi ne pas prendre soin de soi. Ah oui, non mais ça, prendre soin de soi c'est très nouveau chez moi, enfin c'est quelque chose qui... Prendre soin de quoi non. J'ai aucun problème pour soigner, par exemple, ma santé mentale. Je vais voir des thérapeutes, je vais voir des psys, je vais faire des trucs, enfin, qui sont liés à ma santé mentale. Par contre, mon médecin me voit une fois tous les 3 ans. Tu vois? J'ai la chance aussi de pas être beaucoup malade, certes, mais je vais jamais faire un check-up. Ok. Jamais. Trop intéressant. Et c'est lié à l'argent. Et donc tu viens de cette hypnothérapie là, où tu te dis bon ok, il faut que j'aille prendre un peu soin de mon corps, peut-être, en tout cas prendre conscience que j'ai un corps. Ouais. Tu finis par atterrir sur le sujet de l'argent. C'est quoi le lien exact ? C'est palpé, c'est ça ? Ben en fait, je t'avoue que c'est venu un peu, mais je me souviens très bien parce que l'hypnothérapie c'est un peu, enfin tu fais ta séance et en fait ça se décante sur les semaines qui viennent. Et là je me souviens de 3 jours après, je sais pas, j'ai eu un truc, l'argent.
ça marche, tu vois. Ça t'a popé. Ouais, c'est devenu une évidence que j'avais un problème avec ce rapport à l'argent, que j'avais aucune idée de comment ça se gérait, que j'avais aucune idée de ce que je voulais en faire, parce que ça c'est pareil aussi. J'ai aucune ambition professionnelle, j'ai beaucoup d'ambition, mais j'ai aucune ambition sur on en parlait avec des copines, elles ont une bucket list par exemple, des trucs qu'elles veulent faire avant de mourir. Moi j'en ai pas. Mais tu veux dire quoi comme mais des trucs où tu devrais dépenser de l'argent dans ce fait-là. Okay. Genre des voyages, des choses. Genre ma maison, j'ai acheté une maison il y a 3 ans. Elle est exactement de la même que quand je l'ai achetée, tu vois. Enfin, il y avait pas de travaux à faire, mais genre on aurait pu refaire de la déco. Je n'ai pas fait ça. Parce que c'était pas. Enfin. Après, c'est lié à l'argent, tu crois? Ou alors, il y a un côté, t'avais d'autres choses à foutre? C'est lié à l'argent. Non, t'as fait un enfant et tout. J'avais déjà un enfant, donc ça, c'était check. Mais, non, mais un enfant, oui. Non, parce qu'en fait, on aurait eu le temps de le faire. On pourrait. Bon, alors après, bien sûr, mon mec a fait un petit burn-out, donc c'est vrai que ça m'a occupé pas mal. Mais il n'empêche que j'ai aucune vision sur quelque chose qui n'est pas utile à mon intellect. Tu vois, moi, j'ai une maison. C'est bien, j'ai du chauffage, je mange, je dors bien, j'ai un canapé. Enfin, je veux dire, j'en ai pas besoin de. Je m'en fous que mon mur soit bleu ou rouge, tu vois. Okay. Je m'en tape. Mais ça, c'est cool, non? Enfin, c'est pas grave en soi. Bah, mais en fait, mon bien-être finalement, autre qu'intellectuel, n'est pas important. Alors qu'en fait, il l'est. Et je me rends compte qu'il l'est. Ah, donc ça veut dire que éventuellement. Ah, ça, c'est en train de changer aussi. Tu pourrais décorer ta maison et en faire un cocon ou un nid, tu vois. Et que tu te dis, sans doute, ça me ferait beaucoup de bien. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et en fait, je me dis, j'avais du mal à décider alors, cette partie-là de mon argent ce mois-ci va servir à ça. Et on arrive au budget. Au budget. Ok. Et le mois dernier, je me suis fait un budget grille-pain. Je sais que c'est très débile. J'ai dépensé 40 € pour m'acheter un grille-pain. Ça faisait 5 ans que j'avais un grille-pain qui grillait, tu sais, juste une face. Ah oui. Il y avait deux comment ça s'appelle, de résistance qui étaient mortes. Et en fait, mon mec me disait, mais il faudrait qu'on achète un grille-pain quand même. Mais non, regarde, il est quand même beau, il va bien dans la cuisine. Et puis, oui, ça prend un peu plus de temps, mais on s'en fout. Et en fait, là, j'ai acheté un grille-pain. Et je me souviens avoir appuyé sur j'achète un grille-pain, et j'ai envoyé un message à mes copines. Vous vous rendez compte, j'ai acheté un grille-pain? Genre, mais c'est le truc. Elle dit, mais oui, c'est bien, t'as acheté un grille-pain. Je dis, mais en fait, pour moi, c'était énorme d'acheter un truc pour ma maison, pour améliorer mon quotidien et mettre de l'argent pour ça. C'était énorme pour moi. Waouh. J'ai acheté un grille-pain. Non, mais c'est tu pourrais mettre ça en titre si tu veux. La meuf est podcasteuse, elle connaît. Ok, c'est assez. Ok, je comprends. Et après, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui t'amène, toi, pendant ta thérapie, à revenir sur. Ok, en fait, c'est l'argent à un moment donné le problème. Donc, tu dis que ça t'a popé au visage, c'est ça? Enfin, ça t'a popé dans la tête, j'imagine. C'est quoi le chemin d'après alors? Alors le chemin d'après, c'est je me retrouve avec pendant plusieurs semaines, parce qu'il y a toujours 3-4 semaines entre 2 séances. Pendant plusieurs semaines à me demander, mais vraiment, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai cette information-là, qu'est-ce que j'en fais? Et j'en parle en fait à l'hypnothérapeute, et elle me dit, mais en fait, il faut lui faire de la place à l'argent dans votre vie. Typiquement, tu vois, je m'étais fait voler mon portefeuille, dont je l'ai évoqué tout à l'heure. À Paris. Quelle ville de débauche. Pendant un Paris Podcast Festival d'ailleurs. Ah merde. Et en fait, je l'avais pas remplacé, ça faisait plus d'1 an. Donc je l'avais pas remplacé. Comment tu t'étais fait voler ton portefeuille? Tu t'es fait agresser? Non, pas du tout. Okay. J'étais en train de boire un verre avec des copines podcasteuses et mon sac était à côté de moi, et en fait j'étais occupée, et il y a quelqu'un qui a pris le portefeuille dans le sac en fait, parce que je suis une Lilloise et que je ferme pas mon sac parce qu'ici les gens sont gentils. Mais non, je crois pas. Non, pas forcément. Leur portefeuille aussi à Lille. Non, mais j'ai juste pas fait très attention et j'ai pas été très attentive et voilà. Et en fait, je m'en suis même pas rendu compte tout de suite. Ouais. Donc voilà, non, pas d'agression du tout. Je sais même pas qui est cette personne qui m'a volé mon portefeuille. Je sais juste qu'après elle a acheté des clopes, apparemment dans un tabac. Super. C'était super, tout ça pour ça. Et en fait, j'ai jamais remplacé mon portefeuille. Donc en fait, j'ai toujours eu mes cartes qui se baladaient dans mon sac. Ok. Genre voilà, même si j'avais 3-4 pièces, elles étaient là. Enfin, c'était une galère sans nom. Mais par contre, j'ai tenu plus d'1 an à juste galérer comme ça, à pas avoir de portefeuille, parce que il fallait en acheter un, c'était chiant. Et donc du coup, avec l'hypno et aussi à ce fameux rendez-vous, j'avais des baskets
qui étaient mais défoncées, mais genre vraiment défoncées. Et je les mettais quand même, et je me dis putain, quand même, il faut que je m'achète des baskets, et j'arrivais pas à sauter le pas de m'acheter des baskets. Et elle me dit en fait, déjà il faut faire de la place pour l'argent, et faire de la place pour l'argent, c'est déjà aussi vous offrir un espace physique pour lui. Donc il va falloir acheter un portefeuille. Genre, et en fait, ça voulait déjà dire quelque chose, de fait de pas Bien avoir sûr. de portefeuille, en fait. De pas avoir d'espace plus ou moins joli, ou enfin plus ou moins pratique, et ça peu importe, enfin chacun voit ça comme ça, mais d'avoir vraiment un espace dédié pour l'argent dans mon sac à main. C'est peut-être une allégorie de la vie. Mais bien, en fait, c'est Mais oui. une façon de prendre soin Exactement. de l'argent. C'est ça. Et pour les baskets, c'était pareil. Elle m'a dit, mais par contre là, je veux dire, c'est même presque plus du luxe en fait. Et moi, j'avais un problème avec le fait de dépenser plus de 100 € sur une paire de baskets, et je ne sais pas pourquoi. Et les baskets que j'avais vues qui me plaisaient, qui sont aujourd'hui à mes pieds, coûtaient 120 €, un truc comme ça. On parle de 20 €, c'est rien en vrai. Et en fait, j'attendais. T'as cet argent-là sur ton compte sans... Oui, oui, bien sûr, j'aurais pu. Mais pour moi, ça pouvait servir à autre chose. Par contre, tu vois, je rentre dans une librairie. Acheter un grille-pain. Non, acheter un grille-pain. Non, mais je rentre dans une librairie, par contre, je me pose pas la question. Tu peux claquer 120 balles sans mais problème. je le fais sans problème. Ok. Et plusieurs fois par semaine. Ça peut, pas 120 € plusieurs fois par semaine, mais dès que j'entre dans une librairie, je veux un livre, en fait, je vais pas attendre, et je dis, ouais, je veux celui-là, je vais me l'acheter. Et ça a aussi à voir avec ton apparence ou pas ? Prendre soin de soi et prendre soin de ton apparence. Ça te dérange pas d'avoir des baskets trouées? Ah non, je m'en fous. Mais je suis insupportable avec ça. Enfin, je m'en tape. Moi, j'ai des vêtements qui me tiennent chaud. Ok. J'ai un jean noir, un jean bleu. Tu vois, m'acheter une fringue pour un mariage ou un événement, ça me rend ouf. Je sais pas le faire. Je sais pas faire ça. Enfin, c'est vraiment difficile pour moi. Okay. Parce que j'aime pas. Enfin, après, je suis pas non plus. Tu vois, il y a des gens qui aiment la mode et tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Mais c'est pas une question d'aimer la mode. Ouais. C'est une question de prendre soin de soi. Ah oui, probablement. C'est une question de prendre soin de ton apparence, prendre soin de. Regarde pas mon tiroir à chaussettes. Toutes mes paires de chaussettes, elles sont trouées. Ok. Au même endroit d'ailleurs. Et je sais que je dois les remplacer. Et en soi, c'est pas une question d'argent, parce que des chaussettes, en vrai, ça peut rien coûter. Oui. Mais juste, je prends pas le temps de le faire, quoi. De dépenser cet argent-là pour prendre soin de moi. Alors que j'ai aucun mal à dépenser de l'argent pour une thérapie, j'ai aucun mal à dépenser de l'argent pour des bouquins, pour des trucs qui nourrissent mon intellect, en fait. T'as déjà vu Queer Eye ou pas? Non. Je t'invite à regarder Queer Eye, j'invite tous les gens à regarder Queer Eye si vous retrouvez dans les propos d'Élise. Queer Eye, c'est sur Netflix. C'est un groupe de 5 mecs gays qui ont chacun une spécialité, les fringues, la beauté, la cuisine, donc le rapport à la bouffe, le coaching mental, et le dernier c'est justement l'environnement et la déco. Et ils vont, dans la première saison, c'est surtout des mecs hétéros qui prennent pas soin d'eux d'une manière générale, et ils vont les voir, et en fait souvent c'est des amis ou de la famille qui va les inscrire pour faire un makeover, quoi, tu vois. Ah ouais. Mais c'est un makeover dingue, c'est-à-dire que ça prend toutes les facettes de la vie là, dont tu parles, tu vois, typiquement, que ce soit la bouffe, tiens, mets du bon dans ton corps, quoi. Prends soin aussi de ton apparence, prends soin de ton apparence à la fois vestimentaire mais aussi en termes de look. Et bon, alors moi j'ai été élevé en tant que mec. Le truc aussi, c'est que en tant que fille, souvent on t'éduque aussi, on te dit il faut prendre soin de soi. Enfin, on t'apprend tout ça. En tant que mec, très très peu. Donc moi, en tant que mec hétéro, j'ai pris des claques dingues en regardant ce truc-là. Mais sans doute, ça va probablement. Ouais. Ça va te parler. Dans les saisons suivantes, après, ils vont voir d'autres profils, tu vois. Ils vont voir des meufs, etc. C'est hyper intéressant. Okay. Donc, mais effectivement, je crois aussi que je comprends que ce soit lié avec c'est lié, c'est pas forcément lié à l'argent, mais en tout cas là, dans ton cas, il y a aussi un peu ce truc de faire une vraie dissociation, quoi. C'est que ça ne sert à rien pour toi. C'est ça. Mais c'est pas que ça, si ça sert. Non, ça sert pas. Ça sert pas, non. Non, mais oui, il faut regarder en face. Oui, et puis, je veux dire, j'ai jamais, par exemple. Si t'as des chaussettes trouées, c'est que tu vois pas l'intérêt d'avoir des chaussettes pas trouées. Ouais, je m'en fous complètement. Ok. Voilà. Je t'ai coupé, pardon. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, oui, ça a pas d'intérêt dans le sens où même un salaire, je l'ai jamais négocié.
Et quand j'étais freelance, à l'époque, quand j'étais éditrice, je ne négociais... Enfin, on me partait... Ça ressemble peut-être à du salariat déguisé, j'en sais rien, mais je ne fixais jamais mes prix. C'était toujours les maisons d'édition pour lesquelles je travaillais qui fixaient les prix. Et tu négociais pas? Je ne négociais pas. Jamais? Jamais. T'en avais envie? Je savais pas comment faire déjà. Mais est-ce que t'en avais envie? Non. Ok. Non, et pourtant... Mais par contre, je savais que l'argent qu'on me proposait n'était pas juste par rapport à mon travail. Ça, je le savais. Pas assez? Ouais. Ok. Ça, je le savais, mais je me disais que c'était comme ça, en fait. Qu'en fait, c'était à moi d'être à la hauteur de ce métier et pas l'inverse, en fait, tu vois. Et parce que c'est aussi, et je pense que ça a un lien avec le métier en lui-même, hein, parce que c'est un métier que j'ai rêvé de faire aussi, et qui avait un certain prestige, et je m'estimais déjà chanceuse de pouvoir l'exercer. Parce qu'autour de moi, mes camarades d'école, par exemple, je crois qu'on était 2 ou 3 à être éditeurs sur une promo de 40. Et entrer dans le monde de l'édition, je savais que c'était compliqué, mais moi, j'y étais arrivée sans aucune difficulté en plus. Sans doute parce que t'étais bonne. Je pense, aujourd'hui. Mais tu vois, il y a 5 ans, je t'aurais pas dit ça. Je t'aurais dit c'est le hasard, c'est de la chance. Alors que pas du tout. Je sais très bien pourquoi j'y étais. Parce que je suis entrée au bon endroit avec mes compétences et mes savoirs et je sais exactement pourquoi j'y étais. Mais il n'empêche, et parce que je me suis donné les moyens aussi d'y aller. Mais j'ai toujours considéré ça, en tout cas au moment où je l'exerçais, comme de la chance. Et donc je préférais enchaîner les contrats pour avoir justement de quoi vivre ma vie, mon mode de vie. De quoi payer tes factures. Exactement, de quoi payer... Gagner de l'argent. Et tu sais, j'ai écouté... Et pas vivre ta vie. Mais J'essaie de faire attention à ça maintenant. J'ai écouté l'épisode où tu parlais... Je sais plus quel épisode où on parlait de gagner sa vie, justement. Je crois que c'est le premier. Oui, avec Christian. Et ça m'a fait une claque, en fait, de me dire, mais oui, en fait, gagner sa vie, ça veut dire que tu peux la perdre. Tu peux la perdre, si t'as plus d'argent. Alors, je suis pas sûre d'avoir ressenti vraiment ça. C'était tellement pas une question ou un sujet pour moi. Tu veux dire d'avoir eu l'impression de perdre ma vie, tu vois, si je gagnais pas d'argent. Non, mais ça veut dire que si tu gagnes pas d'argent, tu peux perdre ta vie. Ah, donc c'est en rapport avec la mort pour moi. C'est ça. Mais je trouve ça fort, en fait. Du coup, tout le monde utilise cette expression, gagner sa vie. Tout le monde. L'autre truc aussi, c'est que je crois qu'on utilise cette expression-là pour pas dire combien tu gagnes d'argent. Ah ouais? Bah oui. Est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec ta boîte? Ça permet de ne pas dire est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent avec ta boîte pour payer tes factures? Bah oui. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas tous le même mode de vie, on n'a pas tous les mêmes frais, donc en fait, ça veut rien dire de très concret finalement. Bien sûr. Et à l'époque, en tout cas de l'édition, ça payait mes factures, mais aussi, on était 2 en fait. J'étais déjà avec mon mec et c'est vrai qu'on était 2 et même ça, dans notre couple, l'argent n'a jamais été un vrai sujet. Dans le sens où en fait, depuis le début qu'on est ensemble, on a toujours partagé. Il y a eu des moments où, quand on s'est rencontrés, je gagnais plus d'argent que lui parce que je travaillais à côté de mes études et lui il était en stage. Bref. Et donc en fait, toutes les sorties, les trucs comme ça, c'est moi qui les prenais en charge. Après, il a été en CDI et moi, j'étais en stage à Paris. Donc, il gagnait plus d'argent que moi. Et donc, en fait, ça a été l'inverse, en fait. Et on a toujours été comme ça. Sur un équilibre de, tantôt c'est lui, tantôt c'est moi. Et c'était pas un sujet, tu vois. Il n'y a pas de sujet c'est l'homme qui rapporte le plus à la maison. Ça, c'est pas du tout un sujet chez nous. C'est à celui qui, celui qui gagne plus, soutient l'autre. Mais dans les projets et dans la vie qu'on a décidé de mener. Mais il n'y a pas de rapport de rivalité ou quoi que ce soit par rapport à l'argent, en fait. Et vous avez toujours eu un compte joint? On l'a depuis qu'on a acheté la maison. Ok. Et vous mettez tout votre argent dans votre compte joint? Ouais. Ça aussi, c'est un truc. Ouais, oui. Je vais bientôt faire un épisode sur l'argent dans le couple, parce que vraiment, même plusieurs sans doute. Mais il y a un vrai truc, c'est que moi, j'ai découvert en divorçant, il y a 2 ans, que la plupart des gens autour de moi avaient un compte séparé et un compte joint où ils mettaient les dépenses communes mais dans ma vie, moi, dans mon couple d'avant, c'était tout le monde, on mettait tout dans oui. Et il n'y a pas son argent et mon argent, il y a notre argent. Mais ça aussi, c'est ouf. Ouais. Mais parce qu'on l'a toujours envisagé comme ça et en fait, on avait... Tu peux l'envisager autrement aujourd'hui ou pas? Oui. Ça pourrait être une discussion entre vous? Ça pourrait.
Ça pourrait dans le sens où aujourd'hui, en fait, il y a aussi des différences. C'est que pendant un moment, il était salarié, j'ai été salariée quelque temps. Donc, en fait, les salaires étaient versés sur le même endroit. Ouais. Mais il y a aussi un moment où, en fait, il a quitté la boîte dans laquelle il était. Il s'est lancé à son compte. Et moi, j'étais freelance aussi. Et donc, on avait des comptes. C'est-à-dire que là, les salaires, c'est nous-mêmes qui les versons de toute façon sur nos comptes. Donc, on met ce qu'on veut, finalement. Mais c'est pas ça, c'est que vous les mettiez quand même sur votre compte joint. Oui, mais du coup, c'est toi qui décides du montant. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir chacun de votre côté un compte séparé où vous versez votre salaire. Ah oui, donc là, pour le coup, tu mets ce que tu veux. Et puis après, vous avez un compte joint où vous mettez les dépenses communes. Voilà. Non, on fait pas ça. Ok. Mais ça aussi, c'est passionnant comme organisation. Parce que ça amène une forme pour moi, de transparence, certes, mais aussi une forme de, en fait, de ce fait-là, t'as pas ton argent à toi. Ouais. Mais par contre, et c'est assez fou, parce que tu vois, on va se marier. Ouais. Et s'il y a une chose dont on est sûr pour notre mariage, c'est qu'on fera un contrat de mariage. Ouais. Avec division des biens, de machin et tout ça, parce que c'est important. Parce qu'il y a des entreprises aussi derrière qui sont en jeu. Mais en fait, c'est important. Parce que j'ai pas envie que mes décisions deviennent ses décisions. Parce qu'en fait, quand t'es pas marié, finalement, ça compte pas tellement dans le sens où, si je prends une décision financière, c'est ma responsabilité et ça ne l'englobe pas lui. Par contre, quand t'es marié, si. Je peux prendre n'importe quelle décision. En fait, si j'ai des dettes demain, ce sera les siennes. Et j'ai pas envie que mes futures dettes ou que ses futures dettes soient les miennes ou les siennes, en fait. Ok. Parce que je veux pas, en fait, j'ai besoin de mon libre arbitre, de prendre mes décisions. Même si je prends pas forcément beaucoup de décisions avec l'argent, mais j'ai besoin quand même d'être maître de mes décisions et c'est quelque chose qui sera fait. Je pense que le système de compte commun, pourtant, sera toujours mais c'est ça, mis en place. C'est un peu contradictoire en fait avec justement, tu vois, ce truc de on met tout dans le même pot. Et c'est pas forcément grave, tu vois, c'est juste hyper intéressant comme. Ouais, mais je dissocie tellement la vie. Tu dissocies l'argent de l'entreprise encore une fois. Ok, d'accord. L'entreprise et ma vie familiale finalement. Bon, il y a ma vie familiale, il y a ma vie entreprise, mais il n'y a pas ma vie à moi, finalement. Et si vous aviez pas de boîte, est-ce que tu crois que vous auriez un contrat de mariage ? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Ah, c'est génial. Je pense pas, non. Tu vois. Alors que là, ça me paraît impensable qu'il ait ne serait-ce qu'un pourcentage de contrôle sur ma boîte. Aussi. En tant qu'entité ou en tant que financier. Enfin, je veux dire, je suis seule à la tête de ma boîte aussi. Donc, c'est ma boîte. C'est à moi. Ok. Voilà, je ne veux pas partager. Mais t'as raison. Enfin, t'as raison. Je comprends. Mais ça te protège aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas juste je veux pas partager. C'est que demain, si ça se casse la figure aussi, il est pas impliqué. Si ça se casse la figure, de toute façon, ça va pas venir impacter votre... Non, c'est jamais. Si t'as plutôt bien monté ton truc... Non, puis après, je pense que c'est aussi lié à mes parents. Ah, allons-y. Non, mais je pense, parce que l'entreprise était à tous les deux. Pour le coup, c'était une entreprise à tous les deux. Mais ils travaillaient pas à égalité dedans. Ma mère était à mi-temps. Et mon père était à plus que temps plein. Il travaillait tous les jours de 6h à 22h. Moi, j'ai pas vu mon père pendant les 10 premières années de ma vie. Il travaillait énormément. Et en fait, quand ils ont divorcé... Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, j'ai une histoire aussi avec le mariage et le divorce qui est particulière. Et quand ils ont divorcé, la question de l'argent a été mise sur la table. Mais moi, j'ai pas été englobée sur ça parce que j'habitais à 10 000 km d'ici quand mes parents ont divorcé. Donc en fait, je sais très bien que ma mère a gardé la maison et mon père a gardé l'argent. Et en fait, tout ça, je trouve ça tellement injuste parce qu'en fait, ma mère aussi, elle a donné tout plein de choses, pour cette entreprise. Et en fait, elle a la maison, certes, mais pour moi, la maison, ça n'avait rien à voir avec l'argent, tu vois. Ah oui, je comprends. Mais en termes de valeur, ça avait... Je ne sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Ah, tu sais même pas s'ils se sont séparés de façon égalitaire et tout, quoi. Oh, probablement. Probablement. Et en vrai, j'en sais rien parce que j'étais vraiment pas là. Ouais. Et même ça, tu vois. Ça t'intéresse pas aujourd'hui d'aller creuser ces sujets-là avec tes parents ? Non, parce que il y a eu ainsi un truc pendant le divorce de mes parents. Moi, tu vois, je suis partie au Canada entre ma licence et mon master. Donc, j'étais plus considérée comme étudiante, mais j'allais rentrer pour reprendre mes études. Et mes parents ont divorcé. J'ai une petite sœur qui était étudiante. Et en fait, pendant le divorce, il y a eu une pension alimentaire qui a été décidée pour ma sœur. Pas pour moi. C'est-à-dire que, en fait, ma sœur a eu ses études financées par mon père et pas moi.
Et en fait, moi, quand je suis rentrée du Canada, j'ai repris mon master et en fait, ils ont jamais eu la présence d'esprit de se dire peut-être qu'on va faire quelque chose aussi pour ça. De dire on va remettre, parce qu'à l'époque du jugement, certes, j'étais pas là, mais je suis partie qu'un an, tu vois, je suis pas partie. C'était ta petite sœur ? C'est ma petite sœur. Ok. Et en fait, jamais ils se sont dit tiens. Tu leur as demandé ? Alors, j'ai commencé par prendre un job quand je suis rentrée du Canada. C'était génial. Je vendais des poulets rôtis sur le marché. Écoute, c'était extraordinaire. Ouais, super. Ah oui, c'était un pas de moment. sous-métier. Ah non, il n'y a pas de sous-métier. C'est frileux, mais c'est particulier. Et en fait, quand j'ai repris mon master, j'ai pris ces jobs de babysitting où en fait, finalement, j'avais une double vie. Enfin, mais comme la plupart des étudiants qui travaillent d'ailleurs, c'est pas quelque chose de très simple. Hein. Mais j'ai préféré faire ça plutôt que de le demander. Et il y a un moment, ça a été trop dur financièrement, et j'en ai pas parlé à mon père, j'en ai parlé à ma mère. Alors que c'est pas ma mère qui avait l'argent. Oui, qui avait la bourse. Bah non. En parlant de bourse, il y a aussi ça, c'est que j'ai jamais eu le droit, tu vois, à des bourses scolaires, des trucs comme ça quand mes parents étaient mariés, mais maintenant que mes parents étaient divorcés, j'y avais le droit. Donc comme j'avais une bourse, j'estimais que j'avais pas le droit de demander à mon père, tu vois, aussi. Et donc c'est ma mère qui a fini par en demander à mon père de me verser de l'argent. Il l'a fait à contre-cœur. Parce que c'était son argent. Tu le sais, ça ? Oui, ça je le sais. Ok. Et en fait... Mais ça s'est concrétisé comment quand tu dis à contre-cœur ? Ben ça l'a fait chier juste. Il a râlé, quoi. Comment ça s'est passé ? Il me l'a fait. Il m'a pas dit ? Non, il l'a pas dit à moi, il l'a dit à ma mère. Et ta mère te l'a raconté ? Oui, elle me l'a raconté. Bien sûr qu'elle me l'a raconté. Et cool. Et aussi dans les. Elle aurait pas dû. Non mais de toute façon, ça, oui, j'aurais pu être épargnée de beaucoup de choses dans le divorce de mes parents. De la base. Voilà. Mais t'aurais même pu être épargnée de naître. Oui aussi. Tiens, allons-y, hein, tant qu'on y est. Mais voilà, ça s'est passé comme ça, et donc j'ai eu cet argent qui était viré sur mon compte tous les mois, et à la seconde où j'ai eu mon premier salaire après, j'ai coupé tout de suite. Enfin, dès que j'ai rentré de l'argent, j'ai dit non mais papa, c'est tout, je veux plus de cet argent, je veux pas te le devoir en fait. Quand je suis partie à Paris aussi pour mon stage de fin d'études, ça me demandait donc de déménager, et à Paris les systèmes de loyer, enfin c'est très cher, et donc du coup il faut de la caution et tout ça. Et j'ai préféré faire un emprunt à la banque pour ma caution, pour payer les mois d'avance en fait de loyer, plutôt que de demander à mon père. Et mon père était assis à côté de moi quand j'ai fait mon prêt à la banque. Parce qu'il était caution du prêt, tu vois, mais parce qu'il avait des contacts et que c'est toujours utile dans ce genre de choses. Ouais. Mais en fait... Mais t'aurais préféré lui demander... Non, j'aurais préféré qu'il me le propose. Ah, ok. La différence, elle est là. Je pense que j'aurais préféré qu'il me dise... Même si je lui aurais remboursé, tu vois. Mais je veux dire, il aurait aussi pu, parce que je sais qu'il pouvait, me prêter cet argent-là. Au moins, j'aurais pas eu les intérêts, tu vois. Mais me prêter cet argent-là, et je lui aurais remboursé, mais j'aurais aimé qu'il me le propose, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je comprends qu'en fait, quand on veut quelque chose, il faut aller le demander aussi. Et je crois que c'était une leçon, sans doute, une leçon. C'est possiblement une leçon pour toi, tu vois, qui voulait te dire, en fait, tant qu'elle me demande pas, je vais pas lui proposer, parce que ma sœur, elle a jamais rien demandé. Ah, ça, on y vient. Les différences entre frères et sœurs, bonsoir. Oui. Très bien. Oui, donc, il y a une différence de traitement. Sur ça, ouais. Ouais, sur ça, oui. Et puis parce que j'ai aussi certainement un tempérament à vouloir me débrouiller toute seule, à être beaucoup plus indépendante que ma sœur. Mais ça, c'est une question d'éducation, oui. D'histoire familiale aussi. Et donc, du coup, peut-être qu'on a l'impression que j'ai moins besoin d'être accompagnée, d'être épaulée que ma sœur. Mais tu t'allais pas demander de l'aide non plus. Non. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Et à l'intérieur de toi, t'aurais bien aimé. Ouais, je pense. Qu'on vienne te le proposer. Qu'il me tende la main, ouais. Je pense que j'aurais aimé qu'il me le propose. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait, toi ? Parce que je suis paralysée à l'idée de demander de l'argent à mon père, mais même encore aujourd'hui. Hein. Je suis paralysée, tétanisée à l'idée de demander de l'argent à mon père. Je suis incapable de faire ça. Je vais préférer demander à ma mère qui gagne moins d'argent que lui. Et parce qu'en fait... Tu veux pas faire un petit exercice, là Écoute, allons-y, soyons fous. Non, mais en fait, je sais pas, la prochaine fois que tu le vois, de lui demander de l'argent, quoi. De lui dire que t'as besoin d'un coup de main financier, de lui demander de l'argent et de voir la conversation que ça va créer, quoi.
T'as peur. Je vois tout de suite la peur dans ton regard. L'angoisse. Non, mais déjà, il faudrait aussi parce que j'ai pas accès à mon père seul. On se voit jamais tous les deux. Enfin, si, tu peux. Je pourrais aujourd'hui, mais. Tu peux lui passer un coup de fil. Oui, je peux. Mais il y a toujours quelqu'un à côté. Mais tu peux lui dire que tu veux le voir seul. Oui, je pourrais. Okay. Mais c'est dur parce qu'il refuse aussi beaucoup les one-to-one. Mais je crois qu'il sait qu'il a des comptes à rendre. Tu veux un café? Non, merci. J'ai dû me demander si j'en avais envie. Ok. Mais non, c'est vrai que ça pourrait être un très très bon exercice et je pense que dans mon cheminement, à un moment, il faudra que ça arrive. Je pense que ça va être une étape. Je le sens. Ouais, il va y avoir. Je suis pas thérapeute, mais vraiment, je me dis bon. Non, mais il y a un nœud là. Je le sais, et ça arrivera sûrement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça viendra, ouais. Il faudra. Et puis aussi, lui, il est dans une situation. Il est à la retraite depuis 1 mois, donc il y a une situation aussi particulière avec. Il va redescendre un peu là. Ouais. Et à l'écouter, on a l'impression qu'il est dans une pauvreté extrême. D'ailleurs, c'est assez drôle, hein. Mais parce qu'il perd en revenus et il a voulu continuer à travailler alors qu'il n'aimait plus son travail, juste pour passer un palier et être conforté, alors que le mec il travaille depuis tellement longtemps, quoi. Tu pourrais peut-être lui envoyer ce podcast. Probablement. Ça serait ouf. Tu sais, déjà, je sais que ma mère va l'écouter. Des messages passent. Parce que ma mère, elle écoute à peu près tout ce que je fais, donc c'est assez drôle. Okay. Mon père, non. Déjà, il sait pas dire podcast, mais il sait ce que je fais. Ok. À peu près. Il sait ce que je fais parce que je suis passée dans le journal. Oui. Dans la Voix du Nord. Oui, dans la Voix du Nord. Ok. Parlons de ta boîte, si tu veux bien. Bien sûr. Donc, tu as monté ce business-là. Donc, tu as commencé ton activité de podcast en avril, c'est ça, en avril 2021? Alors, du podcast, j'en fais depuis 3 ans. Oui. Depuis mai 2019, très exactement. Précisons-le, tu as un podcast qui s'appelle Prenons un café. Bien sûr, qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Quel génie du marketing. Voilà, qui sort tous les mardis. Oui, donc ce podcast existe depuis 3 ans. Il est monétisé depuis presque 2 ans. Mais ça a rentré dans mon système de freelance. Et en fait, je suis professionnelle du podcast depuis avril. D'accord. C'est-à-dire, quand tu dis professionnel du podcast, tu veux dire que tu as décidé dans le sens où je fais ton activité. Oui, j'en fais mon activité. Je ne fais plus que ça. Je fais du podcast donc sur Prenons un café. Je fais du podcast pour des entreprises. Je fais des podcasts pour d'autres. Et je suis aussi en train de créer des formations et des accompagnements pour les personnes qui voudraient se lancer dans le podcast ou qui voudraient juste développer leur podcast, en fait. Ça fait beaucoup de fois le mot de podcast. T'as vu, okay. J'ai pas fait une seule faute. Bravo. Je suis fière. Et combien de chiffres d'affaires t'as fait, par exemple, l'année passée sur cette boîte naissante? Eh bien, en fait, comme elle existe depuis novembre, la société. En fait, j'étais en ma micro-entreprise. Et je suis passée ça a été un cap aussi de passer de la micro-entreprise à la société. Pour moi, c'était quelque chose de grand, tu vois. Genre, c'est comme entrer au CP ou en 6e, tu vois. C'est un truc, une étape supplémentaire. Donc, en fait, la société existe depuis début novembre. Donc, pour expliquer, la micro-entreprise, c'est vraiment, t'es indépendante et en fait, tu fais des factures en ton nom. Ouais. Mais qui sont pas rattachés à une société. Non, t'as un numéro de SIRET quand même. T'as un numéro de SIRET, mais... Tu payes l'URSSAF, mais en fait, c'est considéré comme de l'impôt sur le revenu. Enfin, c'est comme un salaire, quoi. Voilà. Alors qu'une boîte, c'est vraiment une entité à part qui est distincte de ta personne à toi. Une entité morale, c'est pas une personne morale, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui, de ce fait-là, a son compte en banque perso. Son identité, son nom. Et ça change tout, en fait. C'est plus moi qui vais chercher l'argent, c'est plus moi qui facture, c'est plus moi qui fais des devis, c'est une entité. Et ça, pour mon rapport à l'argent, et je pense que c'est pour ça que c'est plus sain aussi pour moi, c'est vachement plus facile. Pourquoi ? Parce que quand je prends plus un refus pour moi. Tu veux dire un refus d'un client ? Ouais, voilà, je le prends pas comme un jugement de valeur. Je le prends comme, c'est peut-être pas son budget, ça aussi j'ai évolué, mais c'est pas son budget, mais pas parce que je suis trop chère. C'est juste, c'est pas son budget, il est pas à ce niveau-là ou à ce moment-là dans son entreprise. Et pour fixer tes prix, alors, comment ça s'est passé ? Alors ça. C'est une galère aussi. Hein. Ouais, il y a un côté où en fait, ça a été facile pour tout ce qui est sponsoring puisque je suis hébergée par Acast. Donc Acast qui est une régie publicitaire. Exactement. C'est eux qui décident des prix finalement. Ouais, c'est ça. Mais j'ai aussi cherché des sponsorings par moi-même et c'est vrai que je me suis basée sur les tarifs d'Acast. Parce que je voulais pas faire non plus de concurrence et c'était les prix du marché. Donc pour ça a été facile. Et pour le reste, les autres prestations, je me suis fait un TJM, un taux journalier moyen. Et j'ai estimé qu'une journée de travail avec tant d'heures, pour moi, valait autant. Combien alors ?
Je suis à 450 € hors Ok. taxe du TJM, Ok. du taux journalier moyen. Et en fait, quand j'ai un projet, j'estime la durée, nombre de le temps, jours. voilà, le temps que ce projet va me prendre. Je multiplie par le taux journalier et voilà mon prix Ok. aujourd'hui. Et ça a été un travail compliqué à faire pour toi? Pour estimer D'estimer le ton taux prix? journalier, Ouais. ouais. Ça a été dur parce que je savais pas. Enfin, en gros, j'avais toujours cette espèce de truc de légitimité, un petit peu de, en fait, qui je suis pour leur dire que je coûte ça. Et ça, mon mec m'a vachement aidé pour ça. Parce que lui avait aucune difficulté à le faire. Ok, donc ton mec qui a lui-même aussi créé sa boîte, Ouais, c'est ça? il Ok. fait des sites web, il est webmaster et développeur. Et en fait, il avait aucun mal à le faire. Alors, il est très nul pour prospecter et se vendre, et ça, c'est moi qui le fais très bien pour lui. Mais il n'empêche que ses prix, il a jamais eu de problème à les fixer. Et il m'a vachement appris à le faire aussi pour moi. Mais est-ce que c'est pas parce que quand t'es développeur et notamment freelance, t'as un prix qui est indiqué sur ta pomme assez rapidement, t'as des barèmes qui sortent un peu partout et tout? Ouais, peut-être. Et puis Là où parce quand que tu crées un studio de podcast, il n'y a pas écrit, tiens, il y a un barème pour... c'est nouveau. Oui. Ça n'existe pas, c'est difficile de faire les prix. Et puis en fait, lui aussi, il s'est lancé dans un moment. En fait, il a créé sa boîte 2 mois avant le Covid. Super. Et il s'est spécialisé en e-commerce. Donc si tu veux, en fait, il a eu des clients tout de suite. Ça a été... Ça a été Bingo. très très vite pour lui en fait, et très facile, ce qui n'était pas forcément le cas pour moi. Enfin quoique, en vrai, si. J'ai pas trop à me plaindre quand même. Ok, donc maintenant ça fait 6 mois que cette boîte existe, c'est ça? Ouais, ou 4 mois. Ok. Ouais. Comment tu vis cette activité, et notamment, tu vois, ce truc de dissocier ton argent perso et ton argent de la boîte? Très bien, sauf pour me verser un salaire. Ah yes. J'ai du mal à le faire. Qu'est-ce qui fait que tu ne verses pas de salaire? Ou que tu as du mal à t'en verser un? En fait, je vais t'expliquer comment je calcule mon salaire mensuel. C'est-à-dire que je regarde ce que mon mec met sur le compte, je regarde les charges et le budget que j'ai prévu, et en fait, je mets ce qui manque. C'est pas forcément... Enfin, ça fait genre, je bouche le trou, quoi, en gros. C'est un peu ça. J'ai fait ça pendant des années, hein, je te juge pas. Ouais, non, mais du coup, je me demande ce que ça dit, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que t'es un bouche-trou. Ouais, probablement. Je bouche le trou. Je bouche le trou. Je suis un bouche-trou dans mon foyer, c'est cool. Mais C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool en plus. Bien C'est sûr que pas. c'est pas cool. Voilà, c'est. Mais est-ce que tu as aussi du mal à te verser un salaire parce que tu t'es obligé de venir prendre dans l'argent de la boîte, et qu'il y a un côté, si tout ce que je prends pour moi perso, ça peut mettre la boîte en difficulté à un Ouais, moment? il y a aussi ça. Et puis parce que c'est une toute jeune boîte, et que quand t'entends parler d'entrepreneuriat, tout ça, on entend beaucoup des patrons dire je me suis pas payé pendant tant de temps. Et donc ça paraît normal en fait de pas te payer pendant tant de temps. Et finalement, moi C'est pas normal. Non, mais je me rends C'est compte fucked que up, c'est hein. pas le cas, tu vois. Et même mon père, par exemple, me le dit aussi. Enfin, Ton père te parle d'argent, donc? mon père me parle beaucoup de mon entreprise, ouais. Il est chiant, insupportable d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, c'est jamais assez. Ce que je vais rentrer, je suis contente de rentrer un contrat, il va me voir mais tu peux pas vivre avec ça. Mais vivre quoi? Enfin, vivre sa vie, certainement, mais c'est pas la question. Et moi, je suis trop contente, genre, j'ai rentré un contrat de 5 000 et tout, je suis trop contente. Ouais, enfin, est-ce que tu peux, tu vas pas vivre avec ça? Il t'en faut un autre. Enfin, c'est tout de suite le plus au-dessus. Et donc, du coup, il y a jamais de, c'est super, je suis contente pour toi. Dis donc, le papa d'Élise, j'espère que vous allez écouter ce podcast. Ouais, j'espère aussi. Ça va être intéressant. Parce que autant, sur le rapport à l'argent, c'est beaucoup des failles, on s'entend, hein, mais paternelles, du côté de mon père. Je pense que le côté fucked up avec l'argent, il vient de là. Le fucked up sur le corps et le reste vient de ma mère, mais ça... Petit cadeau, hein, chacun Voilà. t'en a filé un. Hop. Oh oui, ils sont gentils, très généreux sur ça. Merci papa, maman. Mais ouais, et il me pose des questions sur mon entreprise, ouais. Sur la situation de mon mec aussi, tout le temps. Sur est-ce qu'il a gagné plein de contrats, ou est-ce qu'il y en a assez, est-ce que machin. Ils ont peur? Oui. Ok. Oui, mais c'est sa peur. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, tu parles de ton argent perso à tes parents? Non, je parle d'argent de ma boîte à mes parents, pas perso. Ah, parce que Les boîtes. mais si ton père il te dit tu peux pas vivre ta vie comme il dit. Oui, mais il me dit ça, c'est tout. Mais je lui parle pas de montant de salaire de ce que je me verse. Il sait pas ce qu'il y a sur mon compte perso. Jamais de la vie, c'est. Putain, et la prochaine fois qu'il te demande, tu lui dis, tu sais, moi je t'ai jamais demandé combien t'avais vendu ta boîte. Et bam! C'est vrai.
C'est vrai que je pourrais lui demander. Même pas méchant, tu vois, juste de lui dire, tu sais, c'est marrant que tu parles tout le temps des... Ouais. C'est trop intéressant. Bah ouais. Dingue, hein. L'ouverture d'une discussion folle. Ok. Mais ouais. Tu vois, c'est mon ne dis pas moi. Bah, ouais. Mais après, je pense que voilà, il y a plein de... Enfin, je pense que finalement, c'est très courant. Ce truc, ce tabou de l'argent dans les familles. C'est pas... C'est très courant, t'as dit? Bah, oui, bien sûr. Oui, c'est très courant. Oui, enfin, on se rend compte de... C'est très courant, même pas dans les familles, je crois, individuellement, en fait. Ouais. Donc, ça rejaillit dans les familles. Ouais, complètement. Enfin... Et puis, c'est du transgénérationnel, comme tu dis. mais donc, c'est un truc de fou. Non, mais moi, c'est très ça. C'est beaucoup ça. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. La terre, l'argent, c'est pas un sujet, mais... Enfin, il n'y a pas de... Mes grands-parents n'avaient pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'était un goal de mon père, ça, d'upgrade, tu vois, de level up. Et c'était un truc qui était très important pour lui. Et mes parents n'ont pas fait d'études. Et ça aussi, c'était important pour lui, de montrer qu'en fait, il pouvait y arriver et que... Parce que mon père a... je parle beaucoup de mon père. Coucou, monsieur. C'est marrant parce que j'en parle jamais de mon père. Et il a un diplôme dans la mécanique, je sais plus ce que c'est pas CAP, enfin un truc comme ça. Et en fait, il avait dit hors de question que je finisse ma carrière en tant que simple mécanicien en SMIC. Ça a toujours été son ambition. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je pense qu'il regrette un peu ça. On en a déjà parlé. D'être passé à côté de sa famille pour son travail. C'est intéressant aussi. C'est une conversation qu'on a eue, par contre. Et je pense qu'il a peur de ça pour moi. Ah, yes, ok. Il a peur, et c'est pour ça que ça l'inquiète beaucoup. Il a peur que je passe à côté de la vie de ma fille en travaillant. Parce que moi, je travaille pas tous les jours, 7 jours sur 7, de 6h à 22h, en fait. Et qu'on n'est pas obligé, en ayant une boîte, de travailler autant. On travaille beaucoup, c'est vrai, mais pas autant. Et s'il y a un point d'honneur que je mets dans ma vie, c'est de jamais sacrifier le temps avec ma fille pour mon travail. Même si j'adore mon travail, même si il m'épanouit grandement, elle restera la priorité. Et c'est la différence, et c'est, je pense, la différence qu'il a du mal à capter, et que c'est pour ça qu'il fait une fixette sur ça. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Je ne sais pas. C'est que sans doute pas, alors. Probablement pas, non. Je sais pas. Est-ce qu'on fait un épisode 2 dans un an? Ah, tu veux savoir si j'ai parlé à mon père dans un an, c'est ça? Non, mais en fait, c'est intéressant parce que je trouve que c'est trop bien de t'avoir à ce moment-là, de ta prise de conscience, etc. Parce que il y a un truc très frais et c'est trop intéressant d'avoir ton cheminement. Sans doute, si on s'était vu dans un an pour la première fois, t'aurais pas à raconter de cette façon-là, parce que t'aurais sans doute même pas eu les mêmes souvenirs, etc. Puis le cheminement aurait été différent. Mais dans un an, ça m'intéresse vraiment de prendre rendez-vous dans un an et de se dire où est-ce que t'en es par rapport à ça et comment t'as cheminé. Parce que pour moi, c'est ça aussi qui est intéressant. On peut, hein. On peut. Écoute, c'est comme avec plaisir. Moi, j'adore les épisodes un an après. J'en fais beaucoup sur Prenons un café. Et, non, c'est intéressant. C'est intéressant c'est vrai, d'aller voir le cheminement. Et comme c'est un début, et puis je me renseigne pas mal, tu vois, je lis des bouquins. Ben, pour le coup, j'ai acheté le livre de Christian Junod et je l'ai pas fini encore, mais il est vraiment. Je lis très lentement parce que j'ai besoin de process. D'ingurgiter, oui. Okay. Et j'écoute ton podcast qui est arrivé justement, et c'est fou. Enfin, je crois pas tellement au hasard, mais une semaine après cette prise de conscience, en fait, t'as annoncé genre je lance un podcast sur. Je me dis mais à quel moment? Enfin, ok. Bah allons-y. Et d'entendre parler des gens d'argent, moi déjà le premier épisode m'a vraiment pété à la gueule, en fait, je crois. T'es pas la seule, hein. Ouais, c'était un truc de fou. Parce qu'entendre les parcours, c'est une chose, tu vois, et c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, je trouve ça très enrichissant. Mais ça me pète pas la gueule comme ça m'a pété à la gueule quand Christian Junod a parlé, quoi. Et ça, mais pour ça, merci aussi, parce que, enfin, si tu l'avais pas interrogé, je sais pas, il serait peut-être arrivé sur ma route à un moment, j'en sais rien, mais pas comme ça. Et ouais, ça a pas accéléré, mais ça a amené encore plus loin ma prise de conscience et ma réflexion sur le fait que, en fait, si c'est un sujet, et d'accepter que c'était un sujet, parce que ça, c'est un cheminement aussi, d'accepter. Parce que j'ai tellement dit que c'était pas un sujet, tu vois, genre vas-y, je t'offre le verre, vas-y, je t'offre le resto, je m'en fous, en fait. C'est pas une question de j'ai plein d'argent et je le monte, c'est juste qu'en fait ça me fait plaisir.
Et je m'en fous, je veux pas que ce soit un sujet, je veux pas que tu te sentes obligé de payer pour moi ou que enfin, je voulais pas que ce soit un sujet, juste. Je voulais tellement éviter le sujet que je paye, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi, Fabrice. Je donne rendez-vous dans un an, donc. Dans un an. C'est trop bien. Puis bonjour à tes parents. Bonjour papa. Bonjour papa. T'as dit bonjour maman, t'as dit bonjour papa.